Test. Impec. Bon, écoutez, bonsoir et merci d'être venu au 3e Meetup HashiCorp que nous sommes heureux de recevoir chez Octo Technologies. Donc, ce soir, nous aurons 3 interventions, une par Guillaume de DataBerries, ce sera le premier talk. On fera un deuxième talk avec Mathieu et Damien terminera la soirée. Octo Technologies, pour vous faire une rapide introduction, je ne vais pas faire le discours publicitaire, mais c'est pour que vous sachiez qui est la société qui héberge ce meetup. C'est une société de conseil et de delivery généraliste, et dans les sujets que nous adressons des sujets autour de l'infrastructure, de son industrialisation, de son automatisation et de la nécessaire transformation des équipes opérationnelles historiques et de la nécessaire échange avec les équipes de développement. Voilà. Je te laisse commencer ce premier talk. Merci. Alors ce soir, je vais vous parler de notre utilisation de Consul avec Ansible. Je vais surtout me concentrer sur Consul, parce que c'est quand même un meetup HashiCorp. Alors DataBerries, donc je suis CTO et cofondateur. Ce que l'on fait, c'est de la publicité ciblée par rapport à un historique de géolocalisation, dans le but d'amener des gens dans les magasins physiques. Donc on a un SDK qu'on installe dans des applications partenaires qui vont nous envoyer la géolocalisation des utilisateurs en continu, à peu près 300 points de géolocalisation par jour, que l'on va collecter, que l'on va analyser pour faire du targeting. Puis on va afficher des publicités par rapport à ces populations qui ont été targetées, dans le but de faire venir des gens au magasin. On va mesurer les visites au magasin grâce à la géolocalisation qu'on collecte toujours en continu. Donc par exemple, si notre client c'est Decathlon, on va cibler tous les gens qui vont régulièrement dans les stades de foot, chez les concurrents de Decathlon. On va leur faire de la publicité sur leur smartphone. Et on va regarder durant les prochains jours, après avoir vu la publicité, s'ils vont vraiment chez Decathlon ou pas, grâce à la géolocalisation. On va passer aux choses sérieuses. Donc on a une stack d'ingestion des événements de géolocalisation, on a un SDK qu'on intègre dans les applications partenaires. Il est intégré dans à peu près 10 millions de smartphones qui ont ces applications partenaires. Et chaque SDK envoie à peu près 300 points par jour. Donc ça fait beaucoup de points. À la fin, ça fait des milliards de points qui sont envoyés régulièrement vers nos serveurs. On a un HTTP serveur qui va prendre ces points, les mettre dans une file d'attente. On utilise Kafka comme implémentation. Une fois que ces messages sont bien dans la file d'attente, on dit au téléphone que c'est bon, il peut les supprimer de sa base de données locale. On dépile les points de géolocalisation de Kafka avec ce qu'on appelle un streaming server. dont le but va être d'ajouter ces événements de géolocalisation dans une base de données. On utilise Google BigQuery pour ça. On est chez Google Cloud Platform. Alors, ce qui peut se passer, c'est dans le cas où BigQuery tombe. Bon, ça doit être un service Google, ça peut arriver. Il ne faut pas que les messages s'empilent ici jusqu'à ce que le disque dur soit plein. Donc, on a un système, on utilise un logiciel qui s'appelle Bureau, qui a été développé par LinkedIn, qui permet de vérifier l'état des consommateurs Kafka. Si des consommateurs sont en retard ou pas, Bureau va le savoir. Le HTTP serveur va interroger Bureau régulièrement. Dans le cas où les consommateurs ne sont pas en bonne forme, ne sont pas healthy, le HTTP serveur va refuser les messages des téléphones qui seront envoyés plus tard. Donc là, on voit qu'on a des dépendances. On a 3 services qui sont dépendants de Kafka. Et on a aussi une dépendance ici. Donc je vais simplifier. Donc si on généralise un peu avec des lettres, on a A, B et C qui sont dépendants de D. J'ai enlevé la dépendance ici pour simplifier ma présentation entre A et C, donc entre HTTP serveur et Bureau. Donc comment on gère ça au début? On hardcode l'adresse IP de la machine qui fournit le service D directement dans le code de l'application A, B et C. Donc c'est la base. On en arrive là assez naturellement. Mais le problème, c'est que si on souhaite déplacer le service D
de cette instance-là vers une autre instance, il va falloir qu'on modifie le code des services A, B et C et qu'on redéploie A, B et C sur toute leur machine. Donc c'est embêtant. Donc ensuite, on est passé vers quelque chose d'un petit peu mieux. On fait notre déploiement avec Ansible. Le provisioning des machines est fait avec Ansible. Et donc ce qu'on a fait, c'est pour éviter d'avoir à modifier le code des services dépendants, au moment où on déployait les machines, on avait tagué toutes les machines sur Google Cloud Platform, toutes les machines qui fournissaient le service D, on les avait taguées comme D. Et au moment du déploiement des différentes machines, Ansible allait vérifier quelles étaient les machines qui fournissaient le service D, les mettait en dur dans la configuration des applications. Et comme ça, les applications avaient naturellement la bonne IP vers D, vers la machine qui fournit D. Le problème, c'est que si vous déplacez D vers une autre machine, vous n'avez plus à modifier le code, vous n'avez plus à modifier le code, mais il faut quand même redéployer toutes les machines qui ont des services dépendants. Donc l'avantage, c'est que c'est facile à setup, mais bon, il y a quand même des problèmes si vous modifiez le nombre d'instances qui fournissent le service D. Donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à utiliser du service Discovery, et particulièrement Consul. Donc l'idée du service Discovery, c'est, je sais pas, dans la salle, combien sont familiers avec Consul? Il y en a pas mal quand même. Ça va peut-être être un peu basique pour vous. Et donc on a le concept du service Discovery, c'est que vous avez un annuaire qui va savoir quelle machine fournit à quel service. Donc pour le savoir, il y a une notion de registration. Toutes les machines qui fournissent un service vont s'enregistrer auprès du service registry qui va pouvoir savoir qui fournit quoi. Et les différentes machines A, B sur lesquelles différentes instances sur lesquelles elles ont un service dépendant de D pour interroger le service Discovery pour résoudre l'IP qui fournit le service en question. Donc l'avantage, c'est que dans le cas où vous déplacez votre service D sur une autre instance, automatiquement, le service le service registry va être au courant qu'une nouvelle machine fournit le service D. Et donc la résolution au moment de la connexion de B vers une des machines qui fournit le service D va être faite par Consul. Donc vous pouvez avoir soit un déplacement de service, soit plusieurs machines qui fournissent un même service. Consul va gérer ça pour vous, grâce à de la résolution de nom. Le désavantage de cette architecture, c'est que si jamais votre système de service registry tombe, là vous n'avez plus rien qui marche. Donc ce que fournit Consul, c'est une notion de cluster avec plusieurs nœuds serveurs qui vont, en cas de la perte d'un serveur, votre système va continuer à fonctionner. Mais il faut quand même être vigilant. Alors l'architecture de Consul, donc il y a des nœuds sur un cluster Consul, il y a des nœuds clients et des nœuds serveurs. Là, on a un nœud serveur avec 3 nœuds clients. Donc le nœud serveur est ici. Là, par exemple, c'est une machine sur laquelle il y aura un nœud client qui va en plus préciser que c'est sur cette machine que le service D est fourni. Dans le cas où l'application A souhaite se connecter au service D, plutôt que d'appeler directement l'IP de la machine, elle va appeler d.service.consul, qui sera résolu en local par l'agent Consul, qui lui demandera au serveur Consul. Il y a moyen de mettre un peu de cache, mais c'est l'idée. Et pareil pour l'application B. J'ai enlevé l'application C pour simplifier mon schéma. Je vais faire une fausse démo, la démo du pauvre, avec des screenshots. Donc on va faire un Hello World de base. On a j'ai oublié de préciser par rapport à notre utilisation d'Ansible chez nous. On déploie toujours les machines avec Ansible, mais on utilise maintenant le module Consul qui nous permet de préciser dans notre conf Ansible
que cette machine fournit un service un service en particulier. Donc c'est assez bien fait, ça s'intègre bien, et ça nous permet de facilement configurer des machines interdépendantes. Donc voilà notre service, on souhaite faire donc un Hello World, particulièrement sur Google Cloud Platform. Vous allez voir, il y a des spécificités, et je pense qu'il y a la même notion chez AWS. Donc là, on souhaite avoir une instance, l'instance 1, qui se connecte à l'instance 2 en faisant un curl pour attaquer un service web. Ce que j'ai fait sur mes machines avant les lignes de commande qu'on va voir, j'ai juste installé Nginx sur l'instance 2 comme service web. C'est tout. J'ai téléchargé le programme Consul sur chacune des machines en faisant un wget sur le site de Consul. Donc on va commencer par setup le serveur Consul. Alors, ce qui est pas mal avec ce logiciel Consul, c'est qu'il n'y a pas des fichiers de config avec 100 000 lignes où vous n'avez pas la notion de quels sont les paramètres par défaut. Voilà, pour une conf de base, il y a 6 paramètres. Le dossier dans lequel vous voulez stocker les datas qui vont être gérées par Consul. Si vous êtes en mode serveur ou pas. Donc là, on a mis que ça. On l'a vu qu'on configure le serveur, on a mis serveur égale true. Le data center, Consul gère le multi-data center, donc il faut lui donner un nom de data center pour qu'il puisse connaître les nœuds qui sont près de lui. Bootstrap expect 1, ça veut dire qu'au moment du lancement du serveur Consul, quand il y a plusieurs serveurs Consul, il faut qu'il y ait une élection pour qu'il y ait un leader. Et là, ça veut dire Bootstrap expect 1, ça veut dire qu'on peut démarrer l'élection à partir du moment où il y a un serveur Consul qui est live. Donc il va pouvoir s'auto-élire. C'est l'idée, mais en prod, c'est extrêmement recommandé d'avoir au moins 3 serveurs Consul pour pouvoir en perdre un. Parce que n'oubliez pas, si ça tombe, plus rien ne marche. On souhaite l'interface web et écouter sur toutes les sources d'IP. Voilà, c'est assez simple. Alors pour démarrer l'agent Consul, une ligne de commande, Consul Agents, et le dossier dans lequel vous avez votre conf. Voilà, on lance l'agent. Vous pouvez voir qu'il essaye de se connecter à un nœud connu, il n'en trouve pas. Il décide de démarrer l'élection, il la gagne. Et c'est bon. Consul est lancé. On peut vérifier en ouvrant un nouveau terminal. Et en tapant Consul Members, on voit qu'on a un nœud, Consul Server, qui est live, avec le type serveur, avec le nom du data center. Maintenant, on va configurer la première instance. C'est celle qui se connectera à l'instance 2. Donc pareil, on a un fichier de config qui est à peu près similaire à l'autre. La différence, c'est qu'on a serveur false, parce qu'on souhaite avoir le nœud en mode client. Et on a un système de tag. Alors tag value Consul, ça veut dire qu'on Consul va essayer de trouver sur Google Compute Engine, c'est l'équivalent de EC2 chez Google. On a sur Google Compute Engine, on a tagué des instances comme étant Consul. Là, on a tagué le Consul Server comme étant Consul, ce qui permettra à notre agent Consul de découvrir le serveur Consul et donc de s'y connecter et de rejoindre le cluster. Alors là, pour lancer l'agent, c'est la même ligne de commande que l'autre. La différence, c'est que là, il va essayer de trouver des nœuds, il n'en voit pas. Ensuite, on voit qu'il essaye de regarder sur toutes les zones Compute Engine, Google Compute Engine, s'il n'y a pas des nœuds, s'il n'y a pas des instances qui sont taguées comme Consul. Il va en trouver une. Il en a trouvé une. Et il va rejoindre le cluster. C'est là. Il va rejoindre le cluster. Et c'est bon, tout est synchronisé, il a rejoint le cluster. Pour vérifier l'état du cluster, on fait à nouveau un Consul Member sur n'importe quelle des machines UA Consul. On voit qu'on a 2 nœuds, un serveur, un client. La troisième instance, enfin l'instance 2, pardon,
on a notre fichier de config qui est pareil que sur la première instance. Mais en plus, on ajoute un nouveau fichier qui va préciser le service que fournit cette machine. Donc là, on fournit un service qui s'appelle Web et qui fonctionne sur le port 80. Voilà, c'est assez simple. C'est ce que j'aime bien chez Consul. On lance l'agent toujours avec la même ligne de commande. Il n'y a pas de paramètres bizarres. Pareil, il y a le discovery pour trouver l'instance où il y a le serveur Consul. Il la trouve et il s'y connecte. Et on voit que là, on a à la fin synced service web, ce qui veut dire que l'agent a bien registré auprès du nœud serveur Consul qui fournit un service qui s'appelle web. Si on fait un Consul members, on a bien 3 nœuds, 2 serveurs, 1 client. Sur la Consul fournit une interface web qui est assez pratique pour voir ce qui se passe. On voit qu'on a 2 services, on va se concentrer sur celui-là, le web. On voit qu'on a une machine qui fournit le service web qui s'appelle instance 2 et qui a pour IP 10.132.0.2. Alors, ce qui est pratique avec Consul, c'est que tout marche avec du DNS. Donc, c'est compatible avec vos applications, avec n'importe quelle app. Pas besoin d'installer de modules spécifiques dans votre app. Il faut juste installer Consul en local sur votre machine. Alors, si on fait pour faire une démo de ça, si on fait un dig pour résoudre le nom web.service.consul, on voit qu'on obtient comme réponse une réponse avec comme IP 10.132.0.2. Donc, c'est l'adresse IP de l'instance 2. On peut voir en haut que j'ai un peu triché. J'ai mis un -IP 8600 parce que par défaut, Consul n'a pas le droit de se connecter sur le port par défaut du DNS. Et donc, il écoute sur le port 8600. Donc, j'ai pas envie dans les programmes d'avoir à chaque fois spécifié que ma résolution de nom devra se faire sur le port 8600. C'est embêtant. Donc, je vais mettre en place du port forwarding avec un outil, il y en a plusieurs, mais nous on utilise DNS Mask. Et on lui précise que pour chaque résolution de nom, il devra aussi demander à l'agent local consul qui écoute sur le port 1600 de résoudre les adresses qui sont en .consul. Donc juste avant ça, sur la machine, j'ai fait un apt-get install à DNS Mask. Mais il n'y a pas de ligne à part ça, il n'y a pas de lignes en plus qui sont pas dans les PowerPoint. Donc maintenant, je peux faire un dig web.service.consul sans avoir à spécifier quoi que ce soit, et j'ai une réponse. Si j'avais eu plusieurs machines qui fournissaient le service web, j'aurais plusieurs lignes. Et donc après, c'est mon client qui va choisir au hasard une des entrées, un protocole DNS de base. Donc là, si on fait un curl web.service.consul, il va résoudre le nom, donc prendre l'adresse IP, se connecter à la seule IP qu'il a trouvée. Et voilà, c'est Nginx qui lui renvoie un providing service web. Donc pour résumer, Consul c'est pratique parce que c'est compatible avec le DNS, qui est l'API principale de Consul. Il y a aussi une API HTTP qui peut être pratique pour manipuler Consul. Le gros avantage de manière générale du service discovery, c'est que vous pouvez ajouter, supprimer des nouvelles instances qui fournissent un certain service. Donc si vous avez plein de machines, plein de services qui sont dépendants d'un même service, ça va quand même vous faciliter la vie. Si vous avez du load balancing à faire, plutôt que mettre un load balancer, Consul peut faire le boulot du DNS pour naturellement rediriger le trafic vers la bonne instance. Donc ça vous évite un gros single point of failure. Il y a un système de health check dont je n'ai pas parlé. Si jamais un des services tombe et que son health check passe en une ALC, la machine en question va être automatiquement deregister. Donc votre trafic va être load balancé naturellement ailleurs. Donc ça peut être pratique, Consul peut être pratique aussi dans le cas d'auto-scaling.
en enregistrant automatiquement les nouvelles machines qui sont créées ou en supprimant les anciennes. Faites attention quand même avec cette archi qui, dans le cas d'un downtime du service discovery, plante totalement. Je souhaitais aussi vous dire qu'on recrute. On recrute en DevOps, en back-end, en front-end. Donc on est très orienté Big Data. On a à peu près 300-400 gigas de nouvelles données par jour. On a une partie achat de publicité en temps réel dont je ne vous ai pas parlé parce que ce n'est pas le sujet. Où on a à peu près, on va dire, 30 000 requêtes par seconde en période de pointe, où on doit répondre à chaque requête dans les 40 millisecondes pour acheter de la publicité. Donc on a un côté Big Data, on a beaucoup de données, et de l'autre côté, on a de la pub achetée en temps réel. Donc il y a des problématiques assez sympas. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail ou parlez-moi après la presse. Je suis venu avec Mickaël qui est là, si tu peux lever la main. Donc si vous avez des questions aussi sur notre archi, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions de manière générale, allez-y, je suis ouvert. Et bonsoir, merci pour la presse, c'était sympa. Petite question, en fait, maintenant, Consul est plutôt en train d'évoluer vers... maintenant, il y a des outils qui ont repris un peu les idées de Consul et ils ont un petit peu enrichi. Je pense notamment à Istio et à l'outil de BioAnt, la Linkerd. Donc, ils ont ajouté en plus le côté load balancing, tracing, etc. En plus de la discovery, quoi. Donc, vous avez pensé un petit peu à regarder ou... Alors, on n'a pas tous ces besoins. On n'a pas des besoins hyper complexes. Donc, Consul, nous, si l'outil fait le boulot, ça nous va. Donc, on a commencé par Consul qui répond exactement à nos besoins et qui a une conf assez simple. Donc, dans ce cas-là, ça nous va. Okay. On évite d'avoir un produit qui... Voilà. C'est notre philosophie. On prend ce qui marche. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème, donc on est satisfait. S'il y a d'autres questions. Je voulais savoir, du coup, pour les clusters Consul, est-ce que c'est facile à mettre à jour, à mettre dans des modes de maintenance Cluster Consul, faut vraiment avoir un cluster de plusieurs nœuds pour réaliser une migration. Sinon, vous avez automatiquement du downtime. Mais il y a un système de compatibilité entre les différents protocoles de Consul et ça passe. Ok, d'accord. Bien sûr, si vous avez qu'un nœud, qu'un nœud serveur, c'est compliqué. Moi, je voulais savoir, tu as déjà eu des soucis, tu pointais du doigt que c'était un SPOF, donc je suis d'accord. Et je voulais savoir si tu as déjà eu des soucis justement avec ton cluster Consul et si vous expliquez un peu, c'est quoi le genre de problème que tu as pu expérimenter? Franchement, on n'en a pas eu. Ouais. Okay. Donc peut-être qu'on en aura. Hein, parce que après, ce qu'on se dit, c'est que nous, même si, dans le pire des cas, même si notre cluster Consul est détruit, si on le reprovisionne avec Ansible, naturellement, les services sur lesquels il y a l'agent Consul vont automatiquement se register au serveur Consul. Donc on n'utilise pas le key value store. Donc, dans le cas de la perte du cluster Consul, les services vont s'arrêter de fonctionner, mais il n'y a pas de drame absolu. Ok. Je me posais une petite question. Est-ce que tu utilises du Consul pour faire du load balancing ou le load balancer est un nœud comme un autre? Non, on l'a pas encore fait. Pour faire du load balancing, on utilise plus de load balancing par rapport à l'externe, par rapport à l'interservice, et non par rapport à l'interservice. Et pour le load balancing, on utilise les outils de Google Platform qui font bien le boulot en externe. Donc on n'a pas eu le besoin. On fait vraiment du service discovery de base. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, Guillaume sera, je pense, disponible tout à l'heure. On fait un pot, un after après les 3 interventions. Donc vous pourrez lui poser d'autres questions si vous le désirez. Merci. Merci Guillaume.